Alors, dans la palette page, vous avez normalement donc les gabarits qui sont au-dessus de la ligne horizontale et vous avez les pages sous la ligne horizontale, on en avait parlé. Je vais rapidement remettre en configuration comme on l'avait fait la palette page, c'est-à-dire tout mettre à l'horizontale. Donc dans le menu de la palette page que j'ai détachée bien sûr, elle était attachée sur le côté là au début. J'ai été la prendre. Alors, voilà. Elle ne veut pas y aller du coup. Elle est trop grande, trop large. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, je répète cette histoire de la palette page. Elle est là éventuellement sur le côté. Quand vous demandez menu fenêtre page, window pages, vous avez la palette page. On peut la détacher du groupe de palettes sur le côté en la prenant par son nom. Voilà. Ensuite, on va faire les pages à l'horizontale en allant dans le menu de la palette page jusqu'à la dernière ligne option de panneau. Vous décochez, pour les masters, vous décochez montrer verticalement. Comme ça, les gabarits du dessus sont montrés horizontalement. Et puis également, dans le même menu, l'avant-dernière ligne cette fois, montrer les pages horizontalement. Montrer les pages horizontalement. Vous avez les pages qui se montrent horizontalement si vous élargissez la palette évidemment. Et alors, les gabarits ici, je vais les agrandir un peu par les options de panneau. À la place d'avoir des icônes petites, je vais demander des grandes icônes. Voilà. Donc tout le document est basé sur une grille modulaire, je vous avais expliqué, c'est ce qui permet d'avoir un document qui a une structure derrière. On sent que chaque page est basée sur une structure derrière, c'est pas du n'importe quoi. D'une page à l'autre, ça ne change pas complètement. Mais malgré tout, quand on passe d'une page à l'autre, il faut positionner les textes et les images pas de la même manière sur toutes les pages, de manière à ce qu'il y ait de la variante dans le document. Donc c'est le secret d'une bonne mise en page, de la variation d'une page à l'autre, mais malgré tout une structure qui est derrière et qu'on la sent. Voilà, donc c'est vraiment une toute petite approche du système de grille modulaire. C'est le secret pour faire des mises en page qui en jettent. Alors, les pages utilisent donc des gabarits. Bon, il se trouve qu'il y avait un gabarit A qui a servi au départ à faire la grille modulaire. Ça ne contient que des blocs horizontaux. Mais au départ de ce gabarit A, comme on le voit, il y a un gabarit B qui a été fait. Le gabarit B utilise le gabarit A. Il y a un gabarit C qui a été fait. Le gabarit C utilise le gabarit A. On a un gabarit D qui utilise le B. Ah tiens, il utilise le B sur la page de gauche, le C sur la page de droite, c'est pas interdit. Donc voilà, on a des gabarits en cascade. On appelle ça des gabarits en cascade. Ou du parentage de gabarits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les éléments dans les gabarits, là je double-clique sur le gabarit, B par exemple, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Quand vous êtes en affichage normal, vous voyez toute la structure du document et vous voyez que les blocs qui sont inaccessibles ici parce que le calque qui les contient, c'est le calque image et texte, il était verrouillé. Si je le déverrouille, les blocs sont accessibles. Les blocs sont collés à des guides et collés aux marges. On a des marges sur les pages de 12,7 mm, un demi-pouce. Quoique la marge intérieure ici, qui est près de la reliure, a été faite à 20 mm parce que pour la lecture, c'est mieux si le texte ne s'approche pas trop près de la reliure. En tout cas, voilà, les blocs collent aux marges. Et ça, c'est génial. Ça va vous permettre d'enclencher la mise en page, la modification automatique de mise en page. En modifiant la valeur des marges, les blocs vont se redimensionner dans les gabarits. Et les pages qui utilisent ces gabarits, leurs blocs vont également se redimensionner. Vous allez pouvoir influencer la mise en page. Par exemple, quand je regarde ma mise en page ici, si je vais voir ma mise en page, ici, page 14, qu'est-ce qu'on a comme page 6, voilà. Ok, la mise en page, elle est pas mal, mais je trouve que c'est un peu trop près du bord. Tout est un peu trop près du bord. Imaginez, vous avez fait une mise en page et le client vous dit « Ouais, c'est pas mal, mais ça aurait été mieux s'il y avait eu plus de marge entre le bord de la page et les éléments. » Ben, vous allez en quelques secondes pouvoir modifier ça. Petite parenthèse ici. Plus vous mettez d'espace blanc dans vos mises en page, plus le document a l'air luxueux. Plus vous remplissez complètement avec des images du texte partout, plus ça a l'air bas de gamme. Les deux sont bons. Vous voulez vendre
des produits et vous prétendez être le moins cher du marché, vous allez faire un catalogue où c'est vraiment, et vous les trouvez dans vos boîtes aux lettres, ces catalogues, où tout est serré, il n'y a pas un centimètre carré sans du texte ou une image. Et les images sont petites. Là, les gens qui reçoivent ça se disent, oui, il dit qu'il n'est pas cher, et en effet, son document, il n'a vraiment pas utilisé beaucoup de papier. C'est bête, mais c'est ça la réflexion chez les gens. Moi, j'ai été photograveur dans les années 90, ça veut dire je traitais les images pour les publicités, les affiches, les catalogues, etc. Je vous garantis qu'il y a des choses bizarres. Quand on veut vendre des produits en disant que c'est pas cher, d'habitude, on vient chez le photograveur en disant « améliore-moi l'image », mais dans ce cas-là, c'est « rends-moi l'image de mauvaise qualité », avec un script. Comme si l'impression était de mauvaise qualité chez l'imprimeur. Comme si ça avait été imprimé pour quelque chose, ça l'a coûté pas cher de l'imprimer. Voilà, ça c'est quand on veut donner une impression cheap, on remplit complètement, et des images même pourries, si on veut vraiment donner cette impression-là. À l'inverse, vous voulez donner une impression classieuse, vous avez intérêt à mettre du blanc un maximum dans les images. Alors du blanc, c'est pas nécessairement la couleur blanche. Donc du blanc, c'est pas nécessairement la couleur blanche, ça peut être des fonds en couleur qui sont vides. Je vous montre ici un bouquin que vous ne devez pas acheter nécessairement. Donc je vous pousse pas à l'acheter parce qu'il est cher. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il existe ce bouquin. C'est un bouquin pour ceux qui sont avancés dans la mise en page. Il s'appelle White Space is not your enemy. Donc les espaces blancs, les espaces vides ne sont pas votre ennemi. Et donc c'est un bouquin qui explique que vous avez vraiment intérêt, quand vous faites des compositions, des mises en page, à faire des espaces vides pour que ça ait l'air classieux, ça respire en fait, et ça invite à la lecture. Hein. Vous savez très bien que, par exemple, un syllabus d'un prof où tout est rempli, ça n'invite pas à la lecture. Si c'est un peu plus espacé, si c'est un peu mieux mis en page, ça peut être chouette. Bon, voilà, le bouquin coûte quand même 32 €, donc je ne vous le montre pas pour vous inciter à l'acheter, je le répète, c'est juste pour vous dire que c'est tellement vrai que les espaces blancs sont importants dans les affiches, dans les mises en page, qu'il y a même un bouquin qui existe à ce propos.